Bienvenue dans Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent, de thunes, de pognon de manière simple, décontractée et fun. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Delphine Pinon. Je suis Money Coach, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui stagnent dans leur épargne et dans leur projet à se choisir une nouvelle vie prospère. Ce podcast, c'est mon kiff personnel que vous êtes désormais plus de 15 000 à écouter chaque mois. On y parle de vos préoccupations d'argent au quotidien. À quoi ça sert d'épargner si on meurt demain ? Comment dire à ma mère qu'elle gâte trop mes enfants ? Suis-je normale si je n'ai pas envie de devenir propriétaire ? Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, le compte c'est Budget Chéri tout simplement, c'est là où je suis la plus active. Et il y a aussi le compte de Imo Chéri tout simplement, pour ceux qui veulent suivre mes aventures immobilières et notamment en ce moment tous les travaux sur les différents biens que je suis ou que j'ai achetés ou que je suis en train d'acheter. Avant d'enchaîner avec l'épisode du jour, je voulais vous remercier et remercier ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez que mes futurs invités sont très attentifs au nombre de commentaires et à leur qualité avant d'accepter de passer derrière le micro. Et oui, alors si vous voulez que je puisse recevoir des personnalités encore plus incroyables, vous savez comment vous pouvez m'aider. Dans cette nouvelle story, c'est Morgane qui est seule derrière le micro pour dévoiler un lourd secret à l'aube de ses 30 ans. Morgane a perdu son père à 17 ans qui est décédé dans le cadre d'un accident de travail et à sa mort, Morgane et ses frères et sœurs ont chacun reçu près de 700 000 € chacun. Quand Morgane m'a contactée, c'était pour me dire que bien qu'elle apprécie pleinement la valeur de cet héritage, et je mets des guillemets, cette somme avait été un fardeau pendant plus de 10 ans dans sa vie. Par peur que cela change sa relation avec les autres, elle a longtemps caché la réalité de ce qu'elle avait touché, de son patrimoine, jusqu'à même faire croire qu'elle avait gagné au loto. Alors entre mensonges, faux semblants, gêne et embarras, Morgane a récemment décidé de changer le regard qu'elle portait sur cet héritage et les circonstances dans lesquelles elle l'a touché. Elle a décidé de raconter son histoire pour vous, mais aussi évidemment pour se libérer et peut-être même aussi pour se guérir. Son témoignage m'a émue aux larmes et je dois dire que même en écrivant ces quelques lignes, je suis à nouveau très émue d'y repenser. Son témoignage est magnifique et c'est un magnifique cadeau qu'elle vous fait à vous les auditeurs. J'espère que vous l'apprécierez à sa juste valeur. Je vous laisse l'écouter en tout cas et nous on se retrouve à la fin. Je m'appelle Morgane, j'ai presque 30 ans et je vais vous raconter comment j'ai réussi à cacher le montant de mon héritage à l'ensemble de mes proches. Je viens d'une famille où on était 5, donc il y avait mes parents qui étaient ensemble et j'ai 2 petits frères et sœurs. Quand j'étais petite, on habitait dans le 18e arrondissement de Paris, dans un tout petit appartement. Et quand ma maman est tombée enceinte de ma sœur, mes parents se sont dit que c'était pas possible. Ils ont cherché un appartement plus grand. Et on a déménagé dans le 16e arrondissement, donc gros gap. On a traversé tout Paris. Et pour aménager là, on a été longtemps dans l'école publique et au collège, on est passé dans en école privée. On vivait bien, mon père a beaucoup travaillé et du coup on voyait notre situation quand même financière évoluer. Donc il y a eu l'école privée déjà qui est quand même un signe qu'on est dans une situation financière plutôt bonne. On a commencé à partir en vacances sur des voyages un peu plus sympas. On partait beaucoup en France quand on était jeune et puis on est parti un peu plus loin. On avait un appartement qui a été de plus en plus meublé et étoffé puisqu'il était beaucoup plus grand que le premier appartement du 18e. Donc voilà, une vie qui s'améliorait d'année en année, mais sans qu'on soit... Enfin, on était toujours un foyer modeste plus. J'étais très fière que mes parents travaillent tous les deux quand j'étais jeune et surtout quand je suis rentrée en école privée où beaucoup d'amis avaient leur maman qui ne travaillait pas. Moi, ma maman, elle a toujours travaillé. À une époque, elle travaillait pas le vendredi ou pas le mercredi après-midi, mais elle a toujours eu des bons jobs. Elle est dans les ressources humaines. Et mon père aussi travaillait beaucoup. D'abord dans les fusées, puis dans le tourisme. Et grâce à ça, à son travail dans le tourisme, c'est aussi pour ça qu'on est parti de plus en plus en vacances et de plus en plus loin. Moi, j'ai été
complètement impressionnée par mon premier village vacances. Je m'en souviens, j'avais 12 ans. C'est la première fois qu'on partait en village vacances avec ces grands restaurants à volonté, ces activités toute la journée. Je savais même pas que c'était possible et c'était un autre monde pour moi auquel je pensais. Bon, j'étais jeune, mais c'est vrai que je connaissais pas cet univers-là. Et ce qui est drôle ensuite dans mon éducation, c'est que j'ai été beaucoup élevée par ma grand-mère. J'ai une de mes grand-mères qui habite à Paris, qui est le genre de grand-mère qui se vante d'avoir connu la guerre et les restrictions, qui n'avait qu'une seule patate dans son assiette, qui du coup accumule énormément d'objets et compte beaucoup ses sous. Et moi, ça m'est beaucoup resté de quand j'étais jeune, de jouer avec des vieux jouets, récupérer des choses pour jouer, avoir la valeur de l'argent. La valeur de l'argent qui était d'autant plus inculquée par mon père, qui venait, lui, d'une famille bretonne où ils étaient 4 et où les parents étaient divorcés, ce qui était assez rare pour la génération, du coup, de nos grands-parents. Et du coup, je pense qu'il faisait assez attention aussi dans sa famille. Et du coup, on avait tous, avec mes frères et sœurs, de l'argent de poche à la semaine, si on travaillait bien, qu'on avait le droit de dépenser comme on voulait. Et du coup, c'était toutes ces premières relations à l'argent étaient très structurantes pour moi. Mon argent de poche, pour les plus grandes moqueries de mon frère et ma sœur, je le gardais pas mal. Ça me faisait plaisir d'en avoir de côté au cas où, même si quand on a 14-15 ans, au cas où, c'est un peu ridicule. Il risquait pas de nous arriver grand-chose. Mais sinon, j'ai acheté des petits trucs, des petits jeux. J'ai été très Game Boy Color. J'ai fait mes petits jeux de Game Boy Color. On se faisait pas mal de cadeaux, on s'est toujours fait des cadeaux entre frères et sœurs et avec nos parents pour Noël, les anniversaires, les fêtes de mère, ce genre de choses. Mais j'étais déjà une grande économiseuse. En janvier 2009, mon père est décédé. Il a eu un accident du travail alors qu'il était cadre supérieur, ce qui arrive assez rarement. Et dans ces cas-là, donc en plus de l'héritage qu'on touche de l'argent de nos parents, puisque mes parents étaient divorcés, donc c'était nous, ces enfants, qui touchions directement l'héritage. Il y a donc toute une assurance qui se met en place, c'est l'assurance de l'employeur, du coup. Sachant que mon père était employé dans une cadre assez haut placé, dans une très grande entreprise, cette assurance était très élevée, et du coup, on était tous mineurs, donc c'est ma mère qui a dû, la pauvre, gérer tout ça, gérer toute cette assurance. Donc nous, à l'époque, on n'a eu aucun rendez-vous avec personne, on n'a eu aucun suivi, on a juste eu de l'argent brut qui est tombé sur un compte qu'on ne pouvait pas gérer puisqu'on n'était pas majeur. Et moi, j'avais 17 ans, presque 18, donc j'ai été assez vite confrontée à l'obligation de gérer mon propre argent. Ce qui a été un gros step dans ma vie. Donc heureusement, ma mère avait un ami conseiller en patrimoine, quelqu'un qu'elle avait rencontré dans son précédent travail, en qui elle avait confiance, donc elle nous l'a présenté. Et donc ce monsieur qui est encore mon conseiller en patrimoine et que j'apprécie beaucoup, en tant que j'ai vraiment confiance, à gérer notre patrimoine à mon frère, ma sœur et moi en très bon père de famille, donc avec des placements très peu risqués, des assurances vie, des SCPI, ce genre de placements peu risqués. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore à peu près les placements que j'ai. Cet héritage que donc j'ai reçu à 17 ans, il était donc double. Il y avait la partie qui venait directement du patrimoine de mon père. Comme mes parents étaient divorcés, ma mère avait racheté une partie de l'appartement qu'on avait. Donc c'était quand même un montant significatif de mémoire, mais je suis pas sûre de moi. C'était autour des 130 000 euros, donc chacun, qu'on a touché, moi, mon frère et ma sœur. Et donc il y avait la partie de l'assurance vie qui nous a été versée par un très gros assureur, qui lui s'élevait autour de 500 000 euros. Mais encore une fois, c'était il y a longtemps et j'ai un peu passé ces chiffres de ma mémoire. Mais du coup, j'avais un patrimoine à l'époque qui devait s'élever autour de entre 600 et 650 000 euros. On touchait aussi une rente de l'État d'orphelin jusqu'à nos 20 ans. Et une rente de l'assureur en question jusqu'à la fin de nos études, qui était censée payer nos études, donc jusqu'à la fin de nos études. Donc moi, je l'ai touché jusqu'à la fin de mes Master 2 à 25 ans. Donc c'était beaucoup d'argent aussi. La rente de l'État, c'était de l'ordre de
800 € par mois, je crois, qui couvrait en fait une sorte de pension alimentaire. Et la rente de l'assureur, c'était autour de 8 000 € par trimestre. Donc à une époque où je vivais chez mes parents, enfin chez ma maman, ça s'est beaucoup accumulé. Quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup de besoins, donc ça s'accumulait sur des comptes en banque. J'allais voir tous les ans mon gestionnaire en patrimoine pour lui dire que j'avais plein de trucs qui s'étaient accumulés, qu'il fallait que je lui donne pour qu'il en fasse quelque chose et pas que ça reste à ma disposition. Très rapidement, tout mon entourage, y compris mes amis du lycée, ont été au courant que mon père était décédé dans un accident. Très peu, je pense, ont pu faire le lien que c'était un accident du travail, puisque c'était assez spécifique. Donc tout le monde savait en fait que mon père était décédé. On était assez jeunes, donc je pense que peu se sont dit du coup il y a de l'argent derrière, il y a un héritage. Quand on a cet âge-là, on n'y pense pas forcément. Et puis je savais que c'était ma maman qui allait sûrement gérer. Et toute ma famille, au sens très élargi, du coup forcément était au courant que mon père était décédé. Et bien sûr qu'il y avait un héritage derrière. Je pense que les personnes plus âgées avaient une bonne vision de qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident du travail dans une entreprise de cette ampleur. Mais en fait, les seules personnes au courant de mon vrai patrimoine, du coup, c'était ma mère, mon frère et ma sœur. Je pense même pas mes 2 grands-mères et mon conseiller en patrimoine, du coup. J'en ai parlé à personne. Au début, je pense que c'était parce que c'était trop abstrait pour moi. En fait, avoir de l'argent, ça voulait rien dire. Du coup, j'en parlais à personne. Après, quand je suis rentrée à la fac, en fait, personne n'avait besoin de savoir. J'habitais quand même dans le 16e, donc c'était pas étonnant pour les gens que je puisse me permettre de partir, je sais pas, en séjour de ski sans me poser trop la question du prix que ça coûte. Et ensuite, il y a de la famille un peu plus élargie qui ont compris en fait enfin voilà, en fait j'ai voulu acheter un appartement et du coup il y a la famille plus élargie une fois qui est venue à Noël et je leur disais oui bon bah l'année prochaine je vais sûrement devoir acheter un appartement parce que l'appartement familial était pas très grand et ma mère dormait dans le salon. Et du coup, elle commençait à me faire des appels du pied pour me dire que bon, si j'étais la plus grande, elle dormait dans le salon, ça serait peut-être pas plus mal que je me trouve un appartement. Et il y a quelqu'un qui a dit que j'avais de la chance de pouvoir acheter un appartement à mon âge et j'ai trouvé ça d'une violence assez incroyable parce que bon, la chance est quand même assez relative quand on a perdu un parent. Et je me suis dit que voilà, je voulais vraiment pas entendre ce genre de remarques. Donc par la suite, je dis à personne n'était au courant. Les gens savaient que j'avais un peu de sous, mais voilà, l'héritage de mon père, s'il n'y avait pas eu l'accident du travail, voilà, ça aurait été 100 000 € c'est déjà énorme, mais voilà, les gens n'avaient pas confiance de ces montants, donc ils savaient que je vivais bien, mais sans plus. Et en fait, mes problèmes, entre guillemets, ont commencé à arriver quand j'ai acheté mon appartement, puisque j'ai acheté mon appartement, j'ai aménagé dedans, donc mes amis de la fac savaient que je l'avais acheté, mais c'était mes amis de la fac qui dataient. Et du coup, eux, ils ont pas... Je savais que je pouvais compter sur eux, je savais qu'il n'y avait pas de différence de regard. Et puis, ça me dérange, voilà, j'ai pas eu trop de soucis à ce moment-là. Mais c'est un peu plus tard, quand il y a des gens que je rencontrais, par exemple en Erasmus, ou dans mes différents stages, des gens avec qui on sait qu'on va passer assez peu de temps finalement, à qui on n'a pas forcément envie de se confier. Les conversations tournaient souvent autour de « Ah, t'habites où ? Combien est ton loyer ?» Et là, moi, du coup, j'étais bloquée. Je pouvais pas dire de combien était mon loyer puisque je payais pas le loyer et que j'avoue, j'avais pas envie de mentir non plus sur un montant puisque de toute manière, j'aurais pas réussi, je pense, à me dépêtrer après de ce mensonge. Et c'est là, donc à 21 ans, l'époque où j'ai acheté mon appartement, que j'ai commencé à mentir et à dire que j'avais gagné au loto. Je trouvais ça assez pratique de dire que voilà, j'avais gagné au loto 400 000 € et que j'avais acheté un appart à 400 000 €. Du coup, que je n'avais plus d'argent en soi, mais que j'avais un appartement et que c'était le bon investissement à faire, que c'était cool et voilà. Cette histoire de gain au loto, je l'ai racontée donc, quand j'étais en stage entre mes 21 et mes 22, 23 ans. J'avais un peu honte de raconter parce que je savais très bien que les gens ils me croyaient à moitié et je le disais toujours en souriant, en rigolant un peu. Et je pense que les gens du coup ils savaient que c'était l'arbre qui masquait la forêt et ils me posaient pas plus de questions autour de cette histoire. Ils prenaient l'information comme si elle était vraie et d'ailleurs personne ne m'a jamais demandé plus de détails.
Et ça a continué comme ça un temps. J'ai été en couple. Je n'ai jamais révélé à aucun de mes 3 copains un peu sérieux le montant de mon patrimoine. Donc, ils ont su tous les 3, bien sûr, que j'avais un appartement qui était à moi. Et encore, je pense avoir potentiellement dit que je remboursais encore un peu ou ce genre de choses pour un peu atténuer l'histoire. Mon premier copain, je lui ai demandé plein de fois de venir vivre avec moi en disant tu paieras pas de loyer, ça va être génial. Et il a jamais voulu, justement, parce que en fait ne pas payer c'était squatter. Et il y a eu une histoire d'argent un peu entre nous parce que lui, voilà, il avait pas les moyens de payer un loyer. Et puis moi, je voulais pas, c'est trop bizarre de faire payer un loyer alors que tu rembourses pas d'emprunt. Et donc il y a eu toute une histoire comme ça. Et finalement, il a jamais voulu emménager avec moi, ce qui m'a beaucoup attristée. Il y a eu mon deuxième copain qui, lui, par contre, a emménagé dans mon appartement au bout d'1 an et demi. Et il y a eu aussi des soucis du coup, combien il paye, est-ce qu'il paye la moitié des charges, mais du coup, ça reste chez moi, c'est moi qui ai toutes les emmerdes. Comment faire pour lui demander de payer la moitié des charges l'année où on rénove la toiture et où ça coûte 10 000 euros. Du coup, c'était aussi hyper compliqué finalement. Finalement, ça simplifie. Enfin, d'avoir de l'argent, ça simplifie plus du tout mes relations de couple. Et puis, il y a eu mon dernier ex qui travaillait dans la même boîte que moi, à qui j'ai dit assez rapidement que mon père était décédé et que c'est pour ça que j'avais l'appartement. Donc, j'avais laissé cette histoire de l'auto un peu derrière moi, dans le monde, un peu rentré vraiment dans le monde des adultes. Et lui, il était vraiment pas obsédé par l'argent, faut pas exagérer, mais il s'intéressait beaucoup à l'argent, il était très stressé de pas en avoir assez. Il voulait acheter son appartement, il voulait absolument pas vivre avec moi non plus. Et en fait, comme l'argent était un peu tabou entre nous, j'ai jamais dit non plus combien il me restait sur de patrimoine, en fait, d'argent entre guillemets liquide, parce que j'avais honte, je pense, d'être aussi bien lotie et de pas utiliser mon argent à rien, et aussi d'être plus riche que lui. Finalement, c'était compliqué pour moi, enfin, dans notre relation. Et on s'est séparés il y a maintenant 1 an et demi et 2 ans, et il a jamais su dans 3 ans de relation, je lui ai jamais dit qu'il me restait près de 500 000 euros sur des assurances vie et d'autres comptes, que en fait voilà, je pourrais arrêter de travailler et tout ça. Donc ouais, ça a jamais simplifié mes relations de couple. Ça a pas non plus simplifié ma relation au travail, puisque dès la sortie de la fac, j'ai voulu trouver un travail super bien rémunéré pour être au même niveau que mes amis qui avaient fait des grandes écoles, pour avoir l'impression que j'étais super bien intégrée dans le marché du travail, dans les hautes sphères. Et j'ai fait du conseil en stratégie, qui est un métier quand même qui demande énormément d'énergie, mais qui rapporte beaucoup d'argent. Donc j'ai fait du conseil en stratégie pendant 4 ans, et au bout de 3 ans et demi, même au bout de bien avant ça, mais j'ai commencé à être très très fatiguée. Ça me demandait beaucoup trop d'énergie de faire semblant d'apprécier ça, de chaque client replonger dans une nouvelle mission, dans des nouvelles contraintes, avec des nouveaux managers. Et j'étais vraiment épuisée, et j'en suis venue à me dire, mais pourquoi je travaille? J'ai même pas besoin de cet argent en soi pour vivre. J'avais pas d'emprunt, j'avais rien. Et une fois, j'ai calculé combien de temps je pourrais tenir en me versant le même salaire avec mon patrimoine. Et en fait, je me suis dit que j'ai calculé 500 000 euros avec mes divisions. Je me suis dit, en fait, je pourrais vivre 14 ans. Je pourrais vivre 14 ans sans travailler du tout, en me versant 3 000 euros par mois. Et en faisant rien. Bon, après, ça serait compliqué du coup, parce que il faudrait quand même que je me verse, il faudrait quand même que je retrouve un travail. Mais ça a été un peu le déclic pour me dire que je devais pas travailler autant, d'arrêter de courir après de l'argent qui en confort marginal ne m'apportait absolument rien, et que finalement le regard des autres sur mon travail, il fallait commencer à s'en détacher un petit peu. Quand je parlais de mon patrimoine avec mes amis, en tout cas quand ils me posaient des questions sur l'appartement, puisque tout venait de là à l'époque, c'était très compliqué pour moi, parce que soit je devais rentrer dans toute l'explication de dire j'ai un appartement parce que j'ai un héritage, parce que mon père est décédé, mais parce qu'il est décédé d'un accident du travail, sinon j'aurais jamais pu me payer cet appartement. Et du coup, ça crée toute une conversation qu'on n'a pas envie de révéler à des inconnus. Et en fait, m'arrêter au niveau j'ai eu un héritage,
ça me mettait super mal à l'aise parce que les gens, ils faisaient vite le calcul. Hein, à Paris, 10 000 euros du mètre carré, 44 mètres carrés. Bon, bah voilà, l'appartement, on sait combien il a coûté, c'est pas très compliqué. Et que les gens se disent, ah d'accord, en fait, c'est une fille de Bourges. Son père, il avait, parce que voilà, 3 frères et sœurs, son père, il avait 1 million sur son 1,5 million, du coup, sur son compte en banque. Ça m'était super mal à l'aise parce que je trouvais que c'était pas du tout juste envers mes parents qui habitent dans le 18e avec 2 enfants et un troisième en route qui se sont vraiment donné mais tellement de mal pour aménager un appartement familial dans le 16e arrondissement, pour travailler beaucoup tous les deux. Mon père, il rentrait tard, il avait des grosses responsabilités. Et voilà, j'étais hyper mal à l'aise qu'on croit que j'étais rentière, que mes parents étaient rentiers et avaient pas travaillé. Donc c'est aussi pour ça que j'ai caché beaucoup mon patrimoine aux gens. Et encore aujourd'hui, dès que je rencontre quelqu'un, même si maintenant c'était vieux, c'est vieux, cette histoire, entre guillemets, soit je raconte toute l'histoire et je raconte jusqu'à l'accident, et maintenant je m'en fiche, les gens ils se tapent l'accident et toute l'histoire glauque, et tant pis pour eux, parce qu'ils n'avaient qu'à pas demander. Soit je raconte rien. Et d'ailleurs, maintenant, c'est plus simple parce que du coup, je n'habite plus dans l'appartement que j'ai acheté. Je l'ai mis en location pour aménager avec mon ex, ce qui n'a pas du tout fonctionné. Mais par contre, j'ai pas voulu le récupérer. Donc maintenant, j'habite en colocation avec un ami. Donc voilà, j'ai 500 000 euros sur mon compte et pourtant, ça me tenait beaucoup à cœur de payer 700 euros par mois et mon appartement à Paris parce que sinon, c'est cher. Donc j'ai quelques blocages comme ça encore de mon éducation d'économe que j'ai pas encore levé. Et du coup maintenant, mes nouveaux collègues, par exemple de ma nouvelle entreprise, ils ont aucune idée de combien je peux avoir sur mon compte en banque puisque j'habite en colocation avec un ami à Paris. Voilà, et j'ai une vie totalement lambda à leurs yeux. Ce qui est assez drôle, c'est que du coup, tu as le poids de mon éducation, ou 1 franc, parce qu'à l'époque, 1 franc était 1 franc et 1 euro, 1 euro qui ressort énormément encore dans ma vie quotidienne. Donc, en gros, sur mon patrimoine, donc à 21 ans, quand ma mère m'a fait des petits appels du pied pour me dire qu'elle aimerait bien récupérer ma chambre et ne plus dormir dans le salon, j'ai acheté un appartement, donc cash, puisque je travaillais pas, je pouvais pas emprunter, à 10 minutes à pied de chez elle, dans le 16e arrondissement, ce qui est quelque chose que je ne referais bien sûr jamais si j'avais eu un peu de recul et un peu de plus de recul, plus d'idées entre guillemets. Et du coup, il me restait donc pas mal d'argent puisque mon conseiller en patrimoine qui avait placé depuis que j'avais 17 ans avait quand même bien placé cet argent. Puis tout ce que nous donnait l'assurance par mois, on économisait pas mal. Et j'ai laissé tout le reste du coup de mon argent sur les placements conseillés par ce monsieur. Donc je pourrais même pas vous dire exactement ce que j'ai tellement c'est abstrait pour moi, même si je m'y intéresse beaucoup plus depuis quelques années. Mais voilà, j'ai des SCPI, j'ai des actions, je suis dans des fonds. J'ai absolument rien fait de très drôle avec cet argent. Je suis en train de regarder pour faire de l'investissement locatif, mais j'ai du mal à passer la barrière, comme si c'était un step de commencer à dépenser de l'argent. Bien sûr, je me prive pas plus que ça au quotidien. Je vais pas dire que non plus je vis comme si j'avais rien du tout. Je pars beaucoup en vacances, surtout avec mon frère et ma sœur, du coup, qui ont les mêmes moyens que moi. Je suis tout le temps dans toutes les vacances avec mes amis. Si j'ai un problème demain, je peux m'acheter un téléphone neuf si je fais tomber le mien dans la rue ou quoi que ce soit. Mais ce qui est assez drôle, c'est que je suis pas du tout dépensière. Je m'achète que des habits dans des vide dressing parce que 100 euros pour une robe, je trouve c'est cher. Je n'ai aucun appareil électronique parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Mon portable, il est moche, il a plus de batterie. Mais j'arrive pas à en acheter un autre parce que 500 euros, je trouve ça cher pour un téléphone quand même. Et c'est drôle. Et voilà, par contre, oui, s'il y a un resto avec mes amis, j'y vais. Si je fais des cadeaux pour les mariages, pour les anniversaires. Je me considère pas comme radine. En tout cas, je me considère pas comme radine, mais je suis quelqu'un qui est économe. Et je pense que c'est une des choses qui énervait beaucoup mon ex, de se dire,
oh là là, je sais qu'elle a encore beaucoup d'argent. Et par contre, si je parle d'acheter une télé neuve en écran plasma géant neuf, elle râle, elle dit que c'est cher et que bon, on n'en a pas besoin, etc. Et je peux même pas me l'expliquer moi-même parce que je suis pas tellement écolo. Et il y a des choses qui, voilà, il y a des choses qui m'intéressent, mais je me les achète pas, quoi. Encore aujourd'hui, même si maintenant la plupart de mes amis proches, ils savent au fond que il me reste de l'argent pour vivre ou tout simplement que je perçois un loyer de mon appartement dans lequel je n'habite pas. Donc forcément, j'ai un peu plus de moyens. Je refuse en fait de mettre en place une transparence totale. C'était aussi le cas avec du coup mes copains. J'ai peur qu'on attende des choses de moi que je suis pas prête à faire. Je suis pas prête à payer des choses pour tout le monde. Je suis pas prête à participer plus que tout le monde aux cadeaux communs ou quoi que ce soit. À louer moi-même, je sais pas, la maison pour tout le monde pour les vacances. D'ailleurs, j'ai déjà des amis qui m'ont dit en rigolant, ah, mais toi, tu pourrais t'acheter une maison de campagne, on pourrait aller faire des soirées là-bas, plutôt en rigolant. Et heureusement, je suis dans un environnement assez bienveillant où personne ne m'a vraiment dit demander de l'argent ou, je sais pas, d'investir. Et en fait, c'est ma plus grande peur, je pense, c'est qu'on attend des choses de moi que je suis pas capable de faire parce que ma relation avec mon patrimoine n'est pas encore tout à fait saine ou parce que j'ai pas envie. Par exemple, si on a des amis, même assez proches, qui nous demandent d'investir dans leur boîte alors que nous on n'y croit pas du tout à leur entreprise, bah pas parce qu'on a de l'argent et c'est pas non plus c'est un peu d'argent, c'est pas non plus un capital indéfini. On n'a pas envie d'investir dans cette boîte, on sait que potentiellement ça va pas marcher et voilà, c'est plus compliqué et nous on est obligé de justifier que bah non, en fait je pense que ça ne va pas marcher donc je ne vais pas investir chez toi, alors que si j'avais pas d'argent, bah je pourrais juste dire bah j'ai pas d'argent et ça me sortirait plus vite de la galère entre guillemets. Et il y a des choses que j'ai envie de faire qui me font plaisir, d'acheter mes habits en défi dressing, je sais pas pourquoi, mais ça me fait plaisir. J'ai l'impression de faire des bonnes affaires, j'ai l'impression que c'est mieux, que c'est plus sympa. D'ailleurs, je suis passionnée par Le Bon Coin, j'ai fait mon mémoire de fin d'études dessus. Et parfois, il y a des amis qui se moquent de moi, qui me disent « Ah, mais... » ou même ma famille, qui me dit « Ah, mais t'as les moyens de t'acheter des choses neuves, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais ?» Tant que c'est ma famille, tant que c'est mes proches, ça va, mais je suis pas prête à l'assumer de la part de gens moins proches ou de la part d'externes totalement, parce qu'on sait que la bienveillance, c'est quand même pas le maître mot dans la société actuelle. Donc, depuis l'année dernière, j'ai un nouveau travail qui m'épuise moins et qui est un peu moins dans les standards que je m'étais fixé plus jeune, d'avoir un beau statut et un beau salaire. Et j'ai aussi un nouveau copain à qui j'ai pas dit au premier date que j'avais un appartement et encore de l'argent sur un compte, sur des comptes. Mais assez rapidement, je me suis dit que je pouvais pas refaire le schéma que j'avais fait avec mes ex, de cacher le patrimoine, de ne pas en parler, de faire croire que c'était que c'est compliqué pour moi, que si j'étais au chômage, ça allait être compliqué. Je suis essayé de sortir un peu de ce schéma et je lui ai révélé assez rapidement donc, que j'avais un appartement parce que vu que j'habitais plus dedans, j'aurais pu le cacher un peu plus. En lui montrant des photos, en lui expliquant l'achat à l'époque, le prix que ça vaut maintenant. Je lui ai dit qu'il me restait un patrimoine conséquent. Je sais pas si je lui ai dit le chiffre exact, mais bon, il sait que c'est autour il sait à peu près ce que ça représente. J'ai décidé aussi de beaucoup plus du coup l'intéresser à ça en fait, aux investissements financiers, à ce qu'on pouvait faire avec de l'argent. Je me suis dit que si un jour on devait être un vrai binôme, il faudrait qu'on s'intéresse à ces questions ensemble et il est super content. Mais par contre, je pense que c'est aussi, comme pour moi, ça reste un peu abstrait et je n'utilise pas cet argent. Pour lui aussi, c'est un peu abstrait et souvent, il dit oui, mais on aura du mal si on fait tel choix pour payer les études de nos enfants, pour payer tel type d'appartement. Et moi, je le reprends pas toujours. Je dis pas toujours, mais tu sais, on sera large parce que de toute manière, avec mon patrimoine et le fait que je veux jamais
m'arrêter de travailler, on aura toujours largement les moyens. Il suffirait de vendre mon appartement dans le 16e et on peut s'acheter une villa dans le bord de la mer et ça ira bien. Mais c'est ça qui me réconforte. C'est la seule valeur que je donne à cet argent. C'est comme si finalement j'avais encore un parent qui est là pour me dire si t'es dans la merde, je vais t'aider en fait. Donc c'est ça qui est super important, mais c'est abstrait pour les autres et ça le restera, je pense. Ce qui est un peu particulier donc dans mon cas, c'est que tout ce patrimoine qui me reste, j'ai un peu du mal à me projeter de comment l'utiliser. Ça reste un tapis de sécurité pour moi, mais j'ai pas encore trouvé mon projet de vie, mon why, comme on dit dans les grandes conférences sur le développement personnel. Donc là, j'ai repris un travail qui m'épuise moins, que j'aime beaucoup pour l'instant. Donc ça me permet, voilà, je sais que j'ai ce patrimoine qui me permet de travailler un peu moins, même si c'est pas tout à fait vrai. Je travaille moins, mais pas beaucoup moins. Et je fais du bénévolat, mais je donne mon temps et je donne peu mon argent. Alors bien sûr, quand on fait du bénévolat, on s'investit toujours à fond et s'il manque des trucs, on va les acheter et on n'est pas en train de compter quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je préfère donner mon temps et de ma personne plutôt que de l'argent. Je donne pas du tout d'argent tous les mois à quelques organismes que je ne connais pas, que ce soit. J'aide juste mes proches et mes potes quand ils ont besoin, mais c'est tout. Voilà. Par contre, je donne du temps. Effectivement, je dépense beaucoup dans les vacances. Je pense que c'est mon seul poste de dépense un peu extravagant par rapport à la moyenne des dépenses des gens. Ça veut dire que je me paye pas des vacances de luxe, jamais. J'en ai fait quand mon père travaillait là-dedans, mais je me les suis jamais repayées moi-même. Je fais des vacances avec mes amis. Par contre, je suis dans toutes les vacances et quand il y a des vacances, je suis dans toutes les sorties qui coûtent cher. Donc, je suis une fanat de plongée, ce qui est pas le sport le plus cheap. Je monte à cheval, ce qui est pas non plus le sport le plus cheap. Et je me suis pris récemment d'une passion pour la voile, qui coûte un peu d'argent aussi. Voilà. Et l'année dernière, j'ai fait mon vrai craquage. J'ai arrêté de travailler et je suis partie 8 mois en road trip. Alors, encore une fois, je n'utilisais pas mon argent, donc j'étais toujours en train de compter combien coûtait l'auberge de jeunesse. Sauf quand mon frère et ma sœur sont venus me rejoindre, où là, c'était plus hôtel plutôt confortable et activité, effectivement, activité plongée, co. Mais dès que j'étais toute seule, bizarrement, ou dès que j'étais avec des amis extérieurs, voilà, je repartais dans les road trips vraiment à la dure, avec mon sac à dos, avec les bus de nuit ou en dormel. Mais bon, partir 8 mois en voyage, ça coûte de l'argent. Et même si j'avais beaucoup économisé dans mon ancien job, c'était, je pense, mon plus gros craquage financier. Et vous voyez que c'est quand même pas dément. Ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. D'ailleurs, il y a eu un très bel épisode de Budget Chéri sur ce sujet. Finalement, en fait, il y a toujours une contrepartie à l'argent, qu'elle soit cachée ou pas. Quand on a un salaire, la contrepartie, c'est le temps de travail qu'on donne. Et pour moi, mon héritage, il y a une grosse contrepartie dans ma vie. Donc, il faut faire attention, je pense, quand on côtoie des gens, à se demander s'ils ont vraiment de la chance d'avoir cet argent ou pas. Et voilà, moi, je considère pas que j'ai eu de la chance. Et je considère que si demain, on me demandait de tout rendre, je rendrais tout sans hésiter. Merci d'avoir écouté Morgane jusqu'au bout. Alors, est-ce que son récit vous a ému comme il m'a ému moi? J'espère que ça a été le cas. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de choses et d'enseignements dans son récit. En tout cas, si vous avez envie de lui écrire, ça passera par moi. Envoyez-moi vos messages sur delphine@budget-chéri.com et je lui transmettrai avec beaucoup de plaisir pour qu'elle puisse vous répondre directement. N'oubliez pas de partager aussi l'épisode à vos proches. J'imagine que si vous êtes arrivé jusque-là dans cette écoute, c'est que peut-être vous pensez que ce message vous a aidé ou peut aider d'autres gens, alors n'hésitez pas à le partager et aussi n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast.
Et si aussi vous avez envie de raconter votre histoire derrière le micro et peut-être inspirer d'autres gens, n'hésitez pas, écrivez-moi, ne vous censurez pas, je ne mords pas. Donc voilà, peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez rien à dire, mais non. On a tous des histoires passionnantes à raconter à propos de l'argent, donc n'hésitez pas en tout cas à m'écrire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.